Laissez-moi vous poser une question. Imaginons que vous êtes dans un parc public en train de vous promener. Bon, je sais que là déjà pour certains cela peut être de la science-fiction, mais je vous assure que c'est une activité banale. Donc vous êtes en train de vous balader dans un parc, soudain vous décidez de vous téléporter jusque dans votre maison. Là, c'est de la science-fiction, c'est normal, mais quand même, l'idée est plutôt formidable. Tentons d'oublier que concrètement, si on se téléporte ainsi, en fait, on se désintègre, on meurt, pour renaître ailleurs instantanément. C'est ça, la téléportation de cette manière-là. Dit comme ça, c'est flippant, mais disons que voilà, on se téléporte et puis voilà quoi. Donc, vous vous téléportez, vous arrivez chez vous. Ok, tout va bien, tout est à sa place. Vous commencez à ranger un peu la maison, ok, vous faites la cuisine, nickel. Puis, vous entendez quelqu'un entrer. Pas gêné le type. Vous accourez à la porte et là, paf, vous vous apercevez que c'est vous. C'est vous. Enfin, celui qui était dans le parc. Une sorte de clone de vous qui s'est formé lors de la téléportation. Alors oui, j'ai fait de la chimie et de la physique, donc pas la peine de m'expliquer qu'on ne peut pas créer de la matière comme ça d'un coup. Comme disait Lavoisier d'ailleurs, un physicien et chimiste français du XVIIIe siècle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais admettons que là, vous êtes face à cet autre vous-même, pour l'exercice philosophique. Vous êtes devant un clone, quoi. Inévitablement, l'un de vous deux doit mourir. Bah oui. Parce que si vous êtes jaloux, il le sera aussi. Si vous êtes amoureux, il le sera aussi. Il ne peut pas partir faire le tour du monde puisque vous-même, vous n'en avez pas envie. Tout ce qu'il veut, c'est tout ce que vous voulez. Si vous pensez le tuer dans son sommeil, il y pense aussi. Il est tout comme vous. Bon, c'est un peu injuste cette histoire parce que vous vouliez seulement vous téléporter chez vous, faire la cuisine et ranger la maison. Donc, on a franchement envie de vous voir vivre et lui de mourir. Enfin, moi en tout cas, je suis avec vous dans cette histoire. Bon, essayons autre chose maintenant. Un autre petit exercice, vous allez voir, ça va se mettre en place. Vous êtes dans un parc en train de vous balader, ok, nickel, et là, il vous prend l'envie soudaine de rentrer. Donc, hop, un petit coup de téléportation et c'est bon. Bon. Sauf que là, pas de chance, ça ne fonctionne pas. Par rapport à tout à l'heure, là, ça ne fonctionne pas. Donc, dépité, vous rentrez à pied. Au bout d'une heure, quand vous vous approchez de chez vous, ça sent étonnamment bon, et vous vous demandez si quelqu'un n'est pas en train de cuisiner dans votre propre cuisine. Le comble, pas gêné le type. Ni une ni deux, vous entrez chez vous avec fracas, et quelle n'est pas votre surprise en vous apercevant que la maison est rangée. Ah oui. Puis, surenchère, vous vous retrouvez face à vous-même, enfin le clone quoi, et qui vous a piqué votre cuisine, et il s'est approprié votre maison. Pas chier le type quoi. Donc n'hésitez plus, tuez-le sur le champ. Je suis avec vous sur ce coup, je vous assure. Donc je plaisante, mais dans une histoire, dans les romans, dans les films ou dans la vie de tous les jours, en vrai, on a tendance à prendre parti pour le protagoniste qu'on suit. C'est instinctif, comme notre capacité à n'entendre que les choses qui confirment déjà notre opinion. Réfléchissez-y, prenez cette parole de sagesse, je vous la donne, c'est cadeau, d'ailleurs on en parle dans l'épisode sur 500 jours ensemble, dans 6ème de couverture, le podcast qui aide les auteurs, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Mais le sujet de cet épisode, c'est d'explorer notre capacité à survivre, d'explorer notre volonté de vivre. Jusqu'où la vôtre ira-t-elle ? Merci d'être avec moi sur ce podcast L'Alchimiste, l'émission qui met la philosophie en aventure. Le format H, 1, 2, 3, 4, invite à réfléchir sur ce qui nous entoure, facilement provocable en soirée pour se la péter, ou alors juste pour nous-mêmes, pour transformer notre plomb en or. Et ici, nous allons nous aider de deux philosophes déjà abordés dans ce podcast, Spinoza et Nietzsche. Commençons de manière chronologique. Spinoza en italien, Spinoza, pas du tout. Spinoza, j'ai toujours trouvé que ça sonnait italien, mais en fait pas du tout. C'est portugais d'origine. Et Baruch Spinoza est un philosophe néerlandais, Pays-Bas, Amsterdam, pour aider ceux qui sont nuls en géographie. On ne vous oublie pas, on compatit même beaucoup. Et vous savez, parmi les philosophes, il y a toujours des philosophes au-dessus du lot. Nous, par exemple,
nous faisons référence à des philosophes très reconnus. Bon. Mais dites-vous que ceux-là, eux, font référence à Spinoza et à Nietzsche. Donc ces deux philosophes ont marqué l'histoire de la philosophie. Ce sont deux philosophes reconnus, réputés pour leur génie dans l'innovation de leurs idées. Spinoza a vécu au XVIIe siècle et est reconnu pour sa vision avant-gardiste sur Dieu, par exemple, qu'il ne considère pas comme un roi ou un sage, on l'a déjà évoqué dans le podcast. C'est pas un roi ou un sage qui peut exécuter des actions ou ne pas les faire, comme un peu un enfant capricieux, ou comme quand il nous arrive de dire, nous pauvres ignorants qui ne connaissons pas Spinoza, que fait-il, pourquoi laisse-t-il les guerres se dérouler ainsi, etc. C'est souvent ce qu'on demande pour les dieux monothéistes, mais pourquoi laisse faire-t-il tout ça, etc. La fameuse réponse, les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh bien pour Spinoza, c'est pas du tout le concept, ce concept-là de Dieu, une sorte de main invisible qui pourrait agir sur le monde, pas du tout. Pour Spinoza, Dieu est tout, en fait. Il ne peut pas être limité par quoi que ce soit, par logique, puisqu'il est surpuissant. Donc s'il est tout puissant, il ne peut pas être limité. La seule façon qu'il aurait d'être limité, ce serait par quelque chose d'extérieur à lui. Il ne peut pas être limité tout seul. C'est qu'il y a forcément quelque chose extérieur qui nous contraint. Mais vu que rien ne peut contraindre Dieu, dans ce cas, Dieu est tout. C'est-à-dire, en gros, il est aussi la nature. Voilà, il est la nature, ses principes naturels, etc. Je m'arrête là pour cet exemple-là, mais si vous voulez un petit peu avoir quelques exemples, inspirez-vous de George Lucas, créateur de Star Wars. C'est certain qu'il a lu Spinoza. C'est la force dans Star Wars et tout pareil. Bon, ça vient un peu aussi, il y avait un peu cette même perception déjà chez les philosophes antiques. Bon, vous apprendrez vite que la philosophie se boucle et se reboucle souvent. Bon, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Spinoza, sur son déterminisme par exemple, qu'il partage avec Nietzsche. Donc rapidement, c'est quoi le déterminisme ? Il s'agit de comprendre en fait que notre éducation, notre formation, nos expériences sur la vie, etc., déterminent notre pensée. En fait, nous ne sommes en fait, si vous voulez, qu'un immense ordinateur qui calcule le meilleur choix à faire et c'est le choix que nous faisons. Nous croyons choisir par libre arbitre, par liberté de choix, mais que nenni, il s'agit en fait tout simplement de la somme de nos expériences, de nos connaissances, etc., qui nous poussent à faire ce choix. On mettrait à côté de nous un ordinateur capable exactement de calculer, d'avoir exactement notre infime expérience, etc. Voilà, si on doit choisir la pilule bleue ou la pilule rouge, il fait le même choix que nous, tout le temps. Et même si on se dit, tiens, je vais le tromper, je vais prendre l'autre, il sait déjà, il fait tout. Voilà. C'est ça le déterminisme, c'est qu'en fait, on est déjà déterminé, on n'est pas prédéterminé, il n'y a pas un destin déjà écrit. Mais en revanche, à chaque moment où se pose un choix, on a l'impression de faire ce choix, mais en fait, c'est qu'un calcul que quelqu'un d'autre pourrait faire à notre place, en fait. Voilà. Donc c'est le problème du libre arbitre et de la définition même de la liberté. D'ailleurs, la liberté spinozienne, ce n'est pas la liberté des convois de la liberté, par exemple, qu'on a pu voir récemment, ou des anti-vaccinés qui veulent avoir plus de liberté, d'action, de choix. Pas du tout. Là, on ne peut pas parler de liberté dans le choix ou d'agir, puisqu'on est déterminé. Donc on est poussé par quelque chose inconsciemment qui nous pousse à faire ce choix-là. Donc on ne peut pas appeler ça de la liberté. C'est pas cette liberté-là. Pour Spinoza, la liberté, c'est plus une notion de compréhension en fait. Comprendre que quand je fais un choix, en fait, je suis poussé par des forces invisibles de mon inconscient ou de mon conscient, ces forces qui sont en moi, et que en fait, c'est pouvoir les comprendre avec sagesse pour me dire, voilà, est-ce que c'est vraiment ce choix-là que j'ai envie de faire, même si c'est le serpent qui se mord la queue, mais la liberté pour Spinoza, c'est une compréhension en fait. C'est plutôt de comprendre que de réaliser tous ses désirs, comme on peut voir dans le marketing aujourd'hui. C'est lâchez-vous, succombez à tous vos désirs, achetez, consommez, surtout, ça c'est bien. Pour Spinoza, la liberté de pouvoir faire tout ça, c'est pas ça la liberté en fait.
Bon, mais vous inquiétez pas, on reparlera de tout ça prochainement, et de cette notion de liberté. Je voulais introduire la notion de déterminisme parce qu'effectivement, on va devoir un petit peu en parler. Et vu qu'en plus, il partage cette notion-là avec Nietzsche, ça tombe bien puisqu'on aborde ces deux philosophes dans cet épisode. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la notion de conatus, développée par Spinoza. Le conatus, C-O-N-A-T-U-S, conatus, c'est un effort. Alors là encore, comme pour la liberté, il faut entendre le mot effort à la spinozienne. Malheureusement, les philosophes très brillants ont tendance à revoir un peu le vocabulaire standard. Donc je cite Spinoza, « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » Voilà. Alors pourquoi ce terme d'effort? Il ne s'agit pas forcément d'un effort conscient, mais tout simplement c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Prenons par exemple une chaise. Mieux que cela, prenons le pied de la chaise. Donc un petit rondin de bois. Donc le petit rondin de bois, si vous le posez là, comme ça, devant vous, en le regardant, il va rester tel quel. On est d'accord? Eh bien, ça ne nous surprend pas que ce petit morceau de bois reste tel quel. Mais pourtant, ça devrait nous surprendre. Ben oui. Comment ça se fait qu'il ne se dissout pas? Comment ça se fait qu'il reste uni, matière? Comment ça se fait qu'il reste dense? Comment ça se fait qu'il reste comme ça? Le temps passe. Pourtant, le temps passe. On n'est pas sur pause. Le temps défile. Donc, comment ça se fait qu'il juste ne bouge pas et il reste immobile? Le temps, mes chers auditeurs, détruit tout. Il faut savoir que le temps détruit tout. Vous laissez quelque chose, vous laissez passer le temps, ça détruit. Un diamant, ça devient du graphite. Vous pourrez le mettre dans votre crayon gris pour pouvoir écrire sur le papier. Le temps détruit tout. Mais ce pied de chaise, là, comme ça, tout de suite, il reste intact. C'est quand même étonnant que les atomes restent accrochés, qu'ils ne se dissouent pas en fait sur place. Ils restent intacts. Donc les physiciens diront qu'il s'agit de forces électromagnétiques entre les atomes de bois, etc., qui s'attirent les uns les autres et qui restent donc soudés. Donc oui, d'accord, mais alors, ça n'explique pas. Expliquez-moi pourquoi ces atomes-là s'attirent entre eux. Pour Spinoza, au XVIIIe siècle, c'est ça le conatus. C'est ça cet effort nécessaire pour persister dans le temps. Un objet immobile en apparence, c'est un objet qui lutte pour ne pas se désintégrer. Vous voyez qu'il y a une notion d'effort. Voilà. Il faut lutter finalement pour ne pas se désintégrer, pour un simple objet inerte. C'est pour cela que Spinoza explique, je cite encore Spinoza, l'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être n'est rien de plus que l'essence actuelle de cette chose. Vous voyez, l'effort, il n'est pas conscient, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un fait. Voilà. C'est ce que nous observons et c'est l'essence même de cette chose, parce qu'il n'y aurait pas cet effort-là, cette chose se désintégrerait tout simplement, donc elle ne serait pas cette chose. C'est pour ça qu'on parle d'essence actuelle de cette chose. Voilà la notion un peu d'effort et pour Spinoza. Si maintenant on veut parler de survie, là on est dans un cas où il faut peut-être lutter face à son clone. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le laisse vivre? Est-ce qu'on tente un compromis? Est-ce qu'au contraire on se fout sur la gueule, etc. Intéressons-nous un peu à la survie et un peu comment le conatus peut jouer sur un être vivant et non un objet. Alors pour les alchimistes, effectivement, les minéraux peuvent être considérés comme vivants, mais je parle ici de nous les êtres humains. Qu'en est-il de notre conatus? Alors, premièrement, il faut comprendre que l'esprit et le corps sont liés chez Spinoza. Si notre esprit est affecté, notre corps l'est aussi. Donc aujourd'hui, on arrive à bien le concevoir, notamment en termes de nutrition, beaucoup de coachs sportifs qui nous disent que le corps et l'esprit c'est important, que si effectivement vous voulez réguler votre poids, que ce soit maigrir, que ce soit grossir, il faut bien dormir par exemple, il faut avoir un esprit reposé, un corps reposé. Si vous êtes fatigué, vous aurez tendance à grignoter tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas bon pour la santé.
Donc voilà, on sent que le corps et l'esprit sont liés. En revanche, à l'époque de Spinoza, voilà, on est plutôt sur une âme qui habite le corps, une âme éternelle. Certains pratiquaient l'autoflagellation pour punir, parce que le corps, c'est vraiment la déchéance. Le corps fait nourrir le désir, fait nourrir la sexualité. Donc le corps, c'est pas bien. L'âme, l'esprit, c'est bien. Donc voilà. Donc pour Spinoza, à cette époque-là, lui, c'est pas ça. Lui, le corps et l'esprit sont liés chez Spinoza. Si notre esprit est affecté, notre corps l'est aussi. Si notre corps est affecté, notre esprit l'est aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas non plus, donc on l'a vu dans la religion, mais chez les stoïciens aussi, par exemple. Tout le monde connaît l'anecdote d'Épictète, l'esclave devenu philosophe par la suite. Donc cette anecdote, c'est quoi? C'est qu'on raconte que le maître d'Épictète, à l'époque où il était esclave, même si on trouve aussi cette version-là de l'anecdote avec Platon, bon, peu importe, donc ce gars-là aurait un jour, pour punir Épictète, tordu sa jambe. Il est en train de lui tordre la jambe. Et Épictète lui aurait dit, si tu continues, elle va casser. Le maître continua sa torture, et forcément la jambe casse. Épictète de lui répondre, tu vois, je te l'avais dit. Bon, voilà, moi perso, j'aurais crié, pas vous, moi j'aurais hurlé si on me cassait la jambe. Mais non, le stoïcien cherche à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il ne cherche pas à ne pas ressentir d'émotions, comme on peut souvent le voir, c'est pas vrai. Il cherche à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Voilà. Et donc il donne, en quelque sorte, à l'esprit une importance capitale. C'est-à-dire que le corps ne va pas forcément influencer énormément l'esprit, c'est plutôt l'esprit, par son travail, sa recherche stoïcienne, va influencer le corps, on peut le dire comme ça. Voilà. Enfin, en tout cas, une sorte un peu, les deux sont liés, mais une sorte de prédominance de l'esprit sur le corps, ce qui n'est pas question de cette hiérarchie chez Spinoza. Donc ainsi, notre corps est pourvu d'un conatus qui persévère pour exister. Comme le rondin de bois, notre corps, lui, a un conatus qui persévère pour exister. D'accord? Donc forcément, notre esprit, également influencé, lui aussi a un conatus, voilà, qui préfère et qui persévère pour exister. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire survivre. Mon esprit, conatus, si je veux survivre, ça veut dire rester sain d'esprit, et ce rapport corps-esprit qui veut survivre, les deux veulent persévérer dans leur être, fait que ça fait naître chez l'être vivant un esprit de survie. J'extrapole un peu, Spinoza ne parle pas exactement de survie et de recherche de la survie, mais là c'est ce qui nous intéresse dans notre exercice face à notre clone. Voilà. Donc nous ne souhaitons pas, et ça effectivement Spinoza le souligne, dans notre essence, nous ne souhaitons pas mourir. Voilà. Donc dans notre exercice de clone, on est là face à notre clone, il n'y en a pas un des deux qui va se dire « je vais mourir, je te laisse la place ». Pas du tout. Là on est là en mode « non, notre conatus nous pousse à survivre ». Alors, je sais, vous allez me dire, bon, toutefois, il y a des personnes qui souhaitent mourir, qui souhaitent se suicider, tout simplement. Donc, peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas de conatus? Est-ce qu'ils l'ont perdu? Est-ce qu'il est possible, finalement, que je sois déprimé et que mon clone et moi, on se suicide tous les deux? Après tout, c'est vrai, soit on se met sur la gueule, on se tue, donc, non, allez, viens, on se tue tous les deux, on fait un suicide collectif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que j'ai perdu mon conatus? La réponse, elle est assez simple. Si le corps et l'esprit sont reliés, ils sont aussi affectés par deux choses que Spinoza appelle les affects. L'affect de joie et l'affect de tristesse, qui peuvent tous deux augmenter notre conatus ou le diminuer. Vous avez compris. Et personnellement, moi j'adore cette vision des choses, parce que je trouve qu'elle donne un caractère simple et doux à la vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes apprécient Spinoza. C'est doux, voilà, c'est facile l'existence. On ne parle pas de sens de la vie, de volonté d'une espèce à dominer une autre espèce. Non, notre existence elle est simple, elle est naturelle. On a un conatus et on a deux affects qui l'influencent. Voilà, c'est facile. Donc le corps cherche spontanément l'utile et l'agréable. Voilà, le corps cherche spontanément pour augmenter son conatus, l'utile et l'agréable. L'âme, quant à elle, l'esprit,
l'âme est cachée dans l'esprit à cette époque-là pour Spinoza, recherche spontanément la connaissance. Voilà, tout simplement. C'est l'affect positif qui se traduit à la fois dans le corps et à la fois dans l'esprit. Voilà. Et Spinoza explique que, je cite, « On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, c'est parce que nous la désirons que nous la trouvons bonne. » Donc on voit que le corps peut influencer aussi l'esprit. C'est l'expression de notre conatus, en fait. Voilà. Après, on va rationaliser, la Mercedes, elle est jolie. Je suis sûr que c'est parce qu'elle a un bon moteur et qu'elle dure plus dans le temps. Non, c'est juste parce qu'elle est jolie et que c'est classe de rouler en Mercedes ou en Audi ou en BMW ou en Tesla. C'est l'expression, c'est la rationalisation, ça. On rationalise des choses qui parce qu'on la désire, on se dit que c'est bon pour nous. Voilà, c'est souvent ça. C'est souvent dans ce sens-là. Mais voilà, donc en fait, on a un conatus et tout simplement, on a des affects. Et quand l'affect de la tristesse prend le dessus, quand on est trop affecté par cet affect de la tristesse, la somme de plein de choses qui nous arrivent, notre conatus diminue et effectivement, on peut jusqu'à en vouloir ne plus survivre. Voilà. Enfin bref, donc ce concept, après un peu spinozien, que l'homme, j'ai rapidement en fait balayé que l'homme est défini par le désir pour Spinoza. Voilà. Donc c'est un bel exemple, la Tesla par exemple, la voiture électrique qui fait du bien à la planète, c'est un bon exemple moderne pour ce concept spinozien. C'est parce qu'en fait rouler en Tesla c'est cool avant tout, avant d'être bien, parce que c'est une voiture électrique, c'est cool. Voilà. Mais bon, on approfondira ce concept-là une prochaine fois. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire pour Spinoza. Mais voilà, on a fait le tour pour Spinoza du conatus, que je trouve hyper intéressant comme concept. Donc voilà, ces deux clones qui vont être animés par un conatus pour pouvoir survivre. Mais on peut aller un petit peu plus loin dans cette volonté de survivre grâce à Nietzsche. Friedrich Nietzsche, on va quand même expliquer un peu de qui il s'agit rapidement. C'est un philosophe allemand qui a bouleversé son temps, d'ailleurs pour certains, dont lui-même d'ailleurs, il écrivait pour les générations futures, qui sauraient mieux le comprendre. Parce qu'à son époque, il était peut-être un peu trop moderne. Voilà. Alors c'est qu'à l'époque, c'est la fin du 19e siècle, il est mort en 1900, donc avant la Première Guerre mondiale d'ailleurs, à 55 ans, c'est pas jeune, il était malade. C'était un homme convaincu que la pensée d'un philosophe ne peut pas se comprendre sans connaître la vie, le corps, l'expérience du philosophe qui a écrit cette pensée. C'est-à-dire qu'un texte seul, ça peut être beau, mais c'est insuffisant. Il faut connaître le philosophe qui l'a écrit. Et cet homme, grand et fort, a connu une période de déclin difficile. Il a été malade, il a été chétif et malade, faible. Et c'est important de savoir ça parce que ça a bâti aussi sa pensée, notamment sur la volonté de puissance. Car Nietzsche a presque renversé la morale dans son œuvre phare Généalogie de la morale, que je vous invite à lire ou éventuellement vous intéresser sur le sujet et regarder des résumés. On en reparlera forcément. Mais en gros, il s'agit de montrer qu'avant, la haine était absente. Voilà. Les forts avaient sûrement du mépris pour les faibles. Pourquoi ? Ça vient de la nature. On voit dans la nature la loi du plus fort. Mais là, c'était pareil pour nous. Les forts avaient sûrement du mépris pour les faibles, mais sans arrière-pensée, en fait. Tout simplement parce qu'il s'agissait d'une loi naturelle, comme on peut l'observer dans la nature. Donc, en gros, tu es faible, je ne t'en veux pas pour ça. Je ne te hais pas pour ça. À vrai dire, je m'en fous. C'est juste que si je veux passer avant toi, si je veux manger avant toi, je le ferai. Voilà, c'est tout. Si vous avez compris cela, vous avez compris l'état d'esprit nietzschéen en quelque sorte. Il ne s'agit absolument pas de détruire les faibles ou de les asservir, bien au contraire. Les faibles sont là et les forts aussi. Il n'y a pas de souci, il ne s'agit pas de détruire. En revanche, les faibles, en inventant la morale, qui pour Nietzsche est très chrétienne, ont renversé le pouvoir.
par leur nombre. C'est-à-dire qu'ils étaient plus nombreux, ils ont créé une morale du type si on te frappe la joue droite, tends la joue gauche. Voilà. Et du coup, eux, plein de ressentiment, un mot cher à Nietzsche, le ressentiment, ils ont cultivé une haine pendant toutes ces années pour ceux qui sont plus forts, pour ceux qui étaient plus forts qu'eux, tu vois, ils ont ce ressentiment-là, ils ont cultivé la haine, et quand enfin ils ont réussi à s'emparer du pouvoir, en quelque sorte, grâce à leur nombre, en inventant une morale et en transformant, en réussissant à convaincre que le plus fort, que oui, non mais attends, c'est bien aussi de prendre soin non, ne tue pas celui qui est malade, fais attention, etc. Ne sois pas violent, dominer c'est pas bien, enfin tout ça, bon j'exagère dans les termes là, je parle, voilà, c'est pas expliqué comme ça, mais en gros voilà, ils ont réussi à les convaincre, ce qui fait que les forts aujourd'hui sont soumis à la morale des faibles, pour Nietzsche, hein, attention, donc c'est costaud là, on est sur un truc costaud là, qui renverse un peu le... Il ne s'agit pas de dire c'est la loi du plus fort, pas du tout, c'est bien plus complexe que ça. Il s'agit voilà, dans la géniale... Enfin, c'est bouleversant. Il a secoué les mœurs de son époque, et encore aujourd'hui. Mais pour Nietzsche, il ne s'agit pas de renverser la morale juste pour la renverser. Pour lui, ce qui est important, c'est la volonté de puissance. La volonté de puissance nietzschéenne, c'est la volonté de vivre, d'exister. Par-delà le bien et le mal, d'ailleurs, qui est le titre d'une de ses œuvres, la volonté de puissance d'un individu l'amène à exister. On ne va pas parler de notion de bien et de mal parfois pour juger certaines affaires, on va juste parler de volonté de puissance. Ouais, mais finalement, sa volonté de puissance, c'est plus exprimé que l'autre. Donc on ne parle pas vraiment de bien et de mal. Il a vraiment essayé de se détacher de cette notion-là, qui pour lui est très chrétienne. Voilà. Toujours la même chose, il y a un problème avec ça. Donc voilà, donc la volonté de puissance, c'est une puissance de vie en fait. Voilà. C'est pas une puissance de mort. Malheureusement, post-mortem, sa sœur s'empara de ces textes non publiés. S'ils n'étaient pas publiés, c'est qu'il y avait une raison. Alors, il n'avait peut-être pas eu le temps, mais effectivement, il ne les avait pas publiés. Il ne voulait peut-être pas. Pour en faire elle les a publiés pour en faire un usage pro-nazi. Voilà. Donc Nietzsche, par sa vision de la morale qui pose question quand même, qui secoue un peu, a vite fait l'objet de controverses et il a été tout de suite assimilé au régime nazi, alors qu'il est mort en 1900. Mais voilà, c'est bien parce que les gens n'avaient pas compris Nietzsche. Si un juif manifestait une volonté de puissance supérieure à un arien, par exemple, pour caricaturer, Nietzsche aurait très vite choisi son camp. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Il n'est jamais fait mention d'une espèce en particulier qui est plus à même d'exprimer sa volonté de puissance qu'une autre espèce. Jamais. D'ailleurs, tous les êtres humains sont de la même espèce pour Nietzsche. Donc vraiment, l'assimiler nazi n'a vraiment aucun sens. Mais pour approfondir cette notion de volonté de puissance, je pense, pour mieux comprendre, il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Et il y en a plein des exemples, notamment dans la nature, il y en a plein. Mais je vous en propose un, déjà ce sera pas mal, tiré du livre Cosmos de Michel Onfray. Michel Onfray qui est un philosophe contemporain, ouvertement nietzschéen. C'est l'histoire d'une nématode. Mais je vous préviens, elle est saisissante. Les nématodes peuvent être une dizaine dans la vessie d'une anguille. Donc si ce sont des petits vers, si un animal tel qu'un grillon par exemple se nourrit d'un animal infecté ou boit de l'eau infectée, etc., il se retrouve hôte de ces petits vers, des progénitures qui ne demandent qu'à grandir à l'abri, au chaud, dans un cerveau. Car oui, la particularité de ces vers est qu'ils vont se loger près du cerveau de l'hôte pour influencer son comportement. Donc une lecture hégélienne de cette histoire ferait du ver le maître du grillon et du grillon l'esclave, mais pas une lecture nietzschéenne. Il faut se détacher du bien, du mal, du maître, de l'esclave. On n'est pas là-dessus. Le grillon, c'est pas un esclave. On va voir pourquoi. Cependant, il a un ver logé dans sa tête qui influence son comportement.
et il le pousse à se rapprocher de l'eau. Pourtant, d'ordinaire, les grillons vivent dans les bois, loin des points d'eau. Mais le ver, par instinct ou par volonté, c'est justement là la question importante, est-ce qu'il fait ça par instinct ou par volonté, pousse le grillon à se rapprocher de l'eau. On ne peut pas l'imaginer avec un joystick en train de piloter le grillon, mais c'est avec des procédés chimiques, le grillon est amené par une puissance qui veut la vie, le ver, il veut la vie, il veut de l'eau. Et donc, il arrive à influencer le comportement du grillon pour que celui-ci se rapproche de l'eau. Le grillon, une fois près du cours d'eau, se retourne, il se met sur le dos, jusqu'à ce qu'en sorte le ver. Genre, il lui perfore le thorax, comme dans les films Alien, là, ça sort du thorax. Pourquoi ? Parce que le ver, une fois mature, sort rejoindre le cours d'eau pour trouver à se reproduire, etc. Aller dans une anguille, par exemple, retrouver des siens, etc. Se reproduire. Voilà, et ainsi de suite. Donc la progéniture a besoin d'un hôte pour grandir, et une fois grand, hop, il a besoin de retrouver un cours d'eau, si possible, et pas une flaque, pour pouvoir se reproduire, trouver de ses semblables et se reproduire. Bref. Eh bien, figurez-vous, ce qui est exceptionnel dans tout ce procédé, c'est que la mort du grillon, dans cette histoire, elle n'est pas obligatoire. Le ver ne souhaite pas la mort du grillon. D'ailleurs, certains grillons arrivent à survivre. Il leur faut un temps pour se remettre un peu. Ils sont stériles. Malheureusement, le procédé les rend stériles et inaptes à la reproduction, mais ils peuvent toujours vivre. Donc il y en a, ils se remettent sur pattes, et ils arrivent à se retourner, se remettre sur pattes, se réfugier dans les bois pour poursuivre le reste de leur vie. Voilà, juste ils ne pourront pas se reproduire malheureusement. Donc le ver ne souhaite absolument pas la mort du grillon. La plupart du temps, celle-ci arrive, mais elle est accidentelle. Ce que veut le ver, ce n'est pas tuer. Ce que veut le ver, c'est vivre. Il souhaite vivre, tout autant que le grillon souhaite vivre. C'est ça, la volonté de puissance nietzschéenne. Deux volontés de puissance qui s'affrontent. Il n'y a pas d'espèce supérieure à l'autre. On aurait du mal à dire que le ver est supérieur au grillon. C'est quand même assez limité, le ver, quoi. Mais le grillon aussi, après tout. Et en fait, ce sont juste deux volontés de puissance qui s'affrontent. Et les deux veulent la même chose. Vivre, survivre. En revanche, si on demandait à ce ver s'il avait voulu tout ça, s'il avait voulu commencer dans une vessie d'anguille, s'il avait voulu coloniser le grillon, s'il avait voulu se loger dans sa tête, s'il avait voulu l'influencer pour qu'il aille près du cours d'eau, s'il avait voulu qu'il se retourne pour qu'il puisse sortir par le thorax, le grillon dirait que oui. Certainement, il dirait bien sûr que oui, j'ai voulu tout ça, j'ai désiré tout ça. Mais en réalité, n'y a-t-il pas une petite part de déterminisme là-dedans ? Parce que le ver, il agit suivant sa nature, c'est tout. Et le grillon également. Ils ont deux natures, ils sont là pour réaliser leur propre existence. Ils ne cherchent pas à savoir si ça va détruire, tuer l'autre. Ils ne veulent pas de mal aux autres. En revanche, ils veulent survivre, ils sont prêts à tout pour pouvoir survivre. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour pouvoir survivre. Le ver ne se dit pas, c'est pas bien ce que je fais. Le ver dit, moi je suis fait comme ça, pour survivre j'ai besoin de faire ça, je le fais. En revanche, si tu veux survivre après, une fois que j'ai fait mes petites affaires, il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour t'écraser. Et les hommes dans tout ça ? Peut-être. Pour Nietzsche, les hommes sont déterminés. Pour Nietzsche, il est déterministe. Les hommes également, voilà, sont comme ça. Même s'ils s'inventent un sens de la vie, ils s'inventent une morale, du bien, du mal, etc. Au fond, ils ne font que vivre suivant leur nature, guidés par leur volonté de puissance, plus ou moins acceptée. C'est ça la pensée nietzschéenne. Ouais. Et si toutefois vous êtes encore accroché à l'idée que peut-être vous exercez votre propre volonté sur ce monde et dans votre vie, loin de tout déterminisme, je peux vous raconter, je peux surenchérir avec une histoire, mais je vous préviens, elle vous fera frémir celle-là par contre. Hein. Parce que là, on est là avec deux clones, on se demandait
lequel des deux va l'emporter? Quelle volonté de puissance va emporter l'autre? À vrai dire, elles sont égales, puisque ce sont des clones, des répliques parfaites. Mais si toutefois vous vous dites qu'éventuellement on peut trouver un compromis par la raison, que voilà, on peut discuter et on peut s'arranger, bon, laissez-moi vous raconter une histoire qui fait froid dans le dos. Un ver similaire, nommé Toxoplasma gondii, parasite le cerveau du chat. Cette fois-ci, on n'est pas sur un grillon, on est sur un chat. Alors pour ça, comment il fait? Il se sert de la souris. Enfin, il se sert. Oui, c'est un raccourci vocabulaire. Il se sert de la souris. En fait, il contamine une souris par ce qu'elle mange, etc., là où elle va traîner, une souris, un rat, et il la désinhibe complètement de tout instinct de survie, donc de toute peur du chat. Ainsi contaminée, la souris ne fuit plus devant le chat, donc forcément le chat l'attrape, joue avec, comme il fait, la mange, et le ver le contamine lui. Avant de contaminer éventuellement à son tour le propriétaire du chat, nous, les êtres humains. Alors, comment? En fait, on peut l'attraper de plein de façons différentes. On peut attraper ce ver de différentes manières, soit en mangeant une viande contaminée pas assez cuite, notamment le porc ou l'agneau par exemple, donc vaut mieux bien faire cuire ces viandes quand même, pas tout manger cru, notamment la viande. En avalant des crudités, ça marche aussi avec les crudités. Si les crudités sont souillées, si un peu moisi, qu'il y a le verre dedans, si on avale, En buvant du lait contaminé aussi, le lait peut être contaminé, voilà. Ou dans le cas du chat, c'est pas les plus ragoûtants, mais dans le cas du chat, en ingérant des particules détachées de ces matières fécales. Parce que votre chat, soit vous le caressez vers la queue, soit votre chat se lave, souvent, c'est génial, il se lave souvent, et puis après il vous lèche. Donc par exemple, éventuellement, le ver, il n'est pas bien grand. Il peut arriver, donc après, vous l'avez dans votre cerveau, quoi. Donc une fois que ce ver contrôle votre cerveau, sans que vous le sachiez, bien sûr, vous n'êtes pas au courant, en fait, il manipule vos émotions et vos réactions. Oui. Il vous désinhibe, en quelque sorte, un peu de peur, quoi. Et donc, ça modifie vos réactions, ça modifie vos émotions, ça modifie ce que vous pouvez penser, au final, puisque le corps et l'esprit sont quand même assez liés. Moi, je suis quand même pour cette théorie-là. Donc, à partir des émotions que vous pouvez éprouver, ça a une influence sur votre morale et sur votre façon de penser, de voir le monde. Voilà. Donc après ça, est-ce que vous oserez encore me dire que vous êtes sûr, là, maintenant, tout de suite, d'être maître de vos pensées? Vous avez peut-être un ver qui se loge dans votre cerveau. Désolé de vous apprendre ça. Ça fait peur, Le libre arbitre auquel vous êtes peut-être farouchement attaché, en disant non, moi je suis sûr que je fais mes choix, je décide. Si vous aimez vivre, si vous êtes heureux, si vous souhaitez croquer la vie à pleines dents tout le temps, peut-être qu'effectivement c'est parce que vous l'avez choisi. Ou peut-être c'est parce que vous avez un ver dans la tête. Ou peut-être c'est parce que c'est votre volonté de puissance instinctive qui s'exprime de manière primitive, comme la nature nous a fait, de façon naturelle tout simplement. Qui de vous ou de votre clone survivra à cette histoire? La réponse, vous le savez maintenant, c'est que ça n'a aucune importance. Ce n'était qu'un prétexte à la réflexion et à l'apprentissage. Si vous envisagiez une réponse dogmatique, que je vous dise c'est ça ou ça qu'il faut penser, n'oubliez pas que l'éducation, disait Socrate, est une flamme qu'on allume et non un navire qu'on remplit. Et moi, par l'intermédiaire de ce podcast et de mes réseaux sociaux, j'espère attiser votre flamme de la curiosité. C'est tout. Si c'est le cas, abonnez-vous à ce podcast et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute.